Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette mini-conférence que j'ai titrée « Les rebelles Touaregs sur la scène de la world music ». Donc, commençons avec une image. Là, on voit donc 4 hommes enturbanés. Il y a 2 guitares électriques, il y a un petit fourneau avec une théière, une selle de chameau. Les 4 hommes sont sur un tapis volant, suspendu, il n'y a pas de contexte, mais il y a un drapeau blanc, symbole de trêve, de fin d'un conflit. Encore une autre image, là c'est plus petit parce que c'est dans un article de journal. Là on a toujours des hommes enturbanés, mais cette fois il y a un contexte, il y a un fond, c'est donc un désert avec des montagnes. Et Régis, c'est trop fort. Moi je ne peux rien faire d'ici. Voilà, je pense qu'ils ont baissé. Ça va ? Donc voilà, le titre de cet article, c'est « Tinariwen, branché désert ». Donc en observant ces images, on peut dire, sans trop d'hésitation, qu'on est face à des Touaregs. Mais pourquoi ces Touaregs n'y sont si familiers et comment ils ont pu percer ce monde musical qu'on appelle « world music » ou en français « musique du monde » et arriver jusqu'à nous, du désert du Sahara. Donc un bref retour au passé nous aide à préciser que l'image du Touareg en tant qu'homme bleu, homme du désert, fier, rebelle, résistant, ne date pas d'aujourd'hui ni des musiques du monde, mais des explorations du 19e siècle et de la colonisation française, donc de la fin du même siècle. Mais c'est à la fin des années 90, avec le succès international de ce groupe qui s'appelle Tinariwen, que le peuple Touareg, donc au singulier entre guillemets, fait son entrée spectaculaire dans l'imaginaire occidental des peuples du monde et qui gagne une visibilité notoire dans celui qu'on appelle le Global Sound. Donc les images qui caractérisent ce peuple, si loin mais en même temps désormais si proches, apprivoisées en musique, ne s'éloignent pas de celles que je vous ai montrées. Donc turban, guitare électrique, désert, thé, et puis encore voyage, résistance, rébellion, symbiose avec un environnement naturel, nomadisme, liberté. Nous allons maintenant voir en quelques exemples comment cet imaginaire touareg s'est construit par la musique. Donc on ne va pas très très loin pour le moment, on reste à Paris. On change de quelques arrondissements. Là, c'est le 12 février 2010, donc la Cité de la Musique, met les Touaregs à l'affiche par un concert des 2 groupes, dont donc, ce groupe Tinariwen, dont vous avez vu les images. Le cycle s'appelle Résistance et le concert s'appelle Musique des Touaregs au pluriel. Dans le cycle, il y a aussi du rock navajo et aborigène, du Tibet et du Towa en Sibérie, qui complètent cette offre des peuples résistants confectionnée par la Cité de la Musique. Comment ces concerts sont-ils communiqués au public? Dans la présentation du concert Musique des Touaregs, les musiciens sont, et là je cite le programme, des icônes d'une identité touareg à défendre et des figures emblématiques de la résistance des musiciens combattants. Donc ici, la cohérence de ce cycle n'est pas des caractéristiques musicales, un style, un rythme, des instruments. Il n'y a strictement rien qui réunit tous ces groupes qui sont dans le cycle Résistance, mais ce cycle est donc justifié par les traditions menacées que les Touaregs, les Navajos, les Tibétains et les Sibériens sont censés défendre. Et voici comment ceci est expliqué au public. Face aux logiques normalisantes de la mondialisation, des peuples tentent de résister en défendant leur singularité et leur identité. Donc, programmés par la Cité dans le même cycle, tous ces peuples-là partageraient une même mission de sauvegarde de leurs cultures respectives. Ici, le mot « culture » se rapproche du mot « tradition », qui rappelle un passé immémorial, mythique. Et les musiciens sont comme des porte-voix, et leur raison d'être donc sur les pages de ce programme, sur les scènes de la Cité, au rythme de la mondialisation, c'est justement leur appartenance culturelle, donc à l'attachement à des modes de vie traditionnels qui sont aujourd'hui menacés. Aussi, le journal Le Monde consacre un article à ce cycle Résistance où il va dans le même sens que la Cité de la Musique et le titre est « La musique, une arme universelle pour les minorités ». Donc, dans ce cadre, les Touaregs musiciens seraient exclus
des logiques normalisantes de la mondialisation. Mais pourtant, on voit bien que les musiciens sont là, chez nous, à l'affiche de l'une des salles les plus prestigieuses de Paris. Voici un beau paradoxe. Les musiciens sont ici acteurs des logiques mondialisées dont ils sont dessinés comme les victimes. En d'autres termes, dans ces portraits, les musiciens sont représentés comme exclus des logiques qui les amènent en réalité à être, par exemple, sur une scène parisienne. Comment expliquer la disparité entre les images d'un peuple menacé, traditionnel, résistant, victime de la mondialisation et les modalités d'une transformation en world music? La résistance, la tradition, l'altérité seraient-elles des caractères intrinsèques à la musique touareg, ou alors elles se trouvent plutôt dans les discours que les directeurs de festivals, les musiciens, les journalistes, les ethnologues tiennent sur la musique? Passons maintenant à un peu de musique, parce que c'est quand même de ça qu'on est en train de parler. Donc, je vous fais écouter 2 extraits de ce groupe qui s'appelle Tinariwen. Le premier extrait d'une chanson qui s'appelle Lula, qui est contenue dans un album qui est sorti en 2009, donc il y a quelques années. Le projet de cet album, c'était un retour aux sources. Donc, les musiciens souhaitaient que leur public occidental, puisque c'est là qu'ils se vendent les CD, c'est en Europe, aux États-Unis, etc., puissent reconnaître, puissent entendre le son de leur désert. Donc, pour suivre ce cahier de charge, où est-ce qu'on effectue cet enregistrement? On ne va pas l'effectuer dans un grand studio parisien, on l'effectue chez les musiciens. Et là, on voit une photo qui est dans le livret de l'album. On ne voit pas très bien, mais on le verra mieux dans le clip. Au fait, là, on voit donc des enceintes, des baffles, des micros. Donc, un studio d'enregistrement qui est placé, là on est par l'occurrence, dans le désert du nord du Mali, dans la région de Kidal, et c'est à côté d'un village qui s'appelle Tessalit, d'où proviennent certains des musiciens. Et c'est là qu'a été effectué cet enregistrement. Donc, écoutons le fruit de ce travail collectif qui s'est fait autour du son du désert, avec le clip de Lula. ترسد النيلة مرغ الباجو والخالقنا أصوي ولا ترسد النيلة مرغ الباجو والخالقنا أصوي Désolée de couper si brutalement, mais vous pouvez l'écouter un peu partout, ce vidéo. Donc, vous voyez que dans ce clip, on montre le paysage du nord du Mali par des images des dunes, des chameaux, des turbans, des musiciens. Donc, c'est une image bienveillante qui nous fait rêver, qui nous fait voyager jusque là-bas et qui s'arrête sur les beautés de ce désert qui est mis à l'honneur par cet album. Pourtant, la situation géopolitique et sécuritaire du nord du Mali subit des rapides aggravations juste quelques mois après la sortie de ce CD. Donc c'est l'automne 2009 et il y a une recrudescence de kidnappings des ressortissants européens qui met en alarme les ambassades. Dans la même période, les mouvements séparatistes se réorganisent et les fissures avec l'État malien refont surface. Donc il y a des enjeux là d'une bien autre portée que les représentations musicales qui mettent le désert malien sous les réflecteurs du monde. Et les 3 régions du nord du Mali, donc Gao, Tombouctou et Kidal, sont rapidement classées en zone rouge, donc formellement déconseillées aux ressortissants français et d'autres pays du monde. Et là, on voit une carte du Mali avec la zone rouge et donc le village de Tessalit tout en haut, vers l'Algérie, là où l'album a été enregistré. Donc ce même désert, qui avait été muté par Tinariwen en un symbole de liberté et de résistance, est maintenant un lieu de toutes les convoitises et de tous les dangers. Et la situation précipite dans les années suivantes
c'est en 2012 que le nord du Mali devient une zone de guerre et que les populations sont contraintes à s'exiler dans les pays voisins. Donc la métaphore musicale de l'écoute comme voyage prend une tournure qui échappe complètement aux représentations de la world music. Cette source culturelle qui est le désert devient un patrimoine interdit, inaccessible, qui ne peut être connu que par le biais donc, de l'écoute musicale, comme nous on l'a fait. Comment la chaîne de production musicale du désert fait face à ces bouleversements politiques? Rapide incursion dans un autre album qui sort en 2014, donc il y a un an, et qui s'appelle Emar. Et je vais vous montrer un autre clip et je vous défie à reconnaître où il se trouve le désert qui est dans les images. Et bien là, on n'est plus dans le nord du Mali. Là, on est dans le désert de Joshua Tree, en Californie, aux États-Unis, où Tinariwen a enregistré son dernier album. Donc, malgré les tensions, Tinariwen ne renonce pas au référent désert, mais le déplace ailleurs. Ceci montre à la fois l'irréductibilité et la plasticité de cette identité culturelle. Le titre de la chanson que nous venons d'écouter explique mieux que quelconque discours le sentiment des musiciens face à cette nouvelle réalité d'exil. Et le titre est « Tumastinsha », qui signifie en français « Le peuple a été vendu ». Je ne peux terminer cette intervention sans retourner à ce numéro du journal Libération d'avril 2012 que je vous ai montré en début de cette intervention. Donc vous voyez la page 21, Tinariwen, branché désert. Tournons seulement quelques pages à la page 5 du même numéro. Voici une autre image des rebelles Touaregs. Le désert fait encore de fond, mais cette fois les rebelles portent dans leurs mains non pas une guitare, mais une Kalachnikov. Des rebelles Touaregs du MNLA, dit la légende. Ici, on est face à un retournement complet par rapport aux images de la world music. Des peuples menacés, les Touaregs se transforment d'emblée en peuple menaçant. L'article parle de la récente conquête du nord du Mali par les mouvements rebelles. Donc, comment expliquer le paradoxe de ces rebelles qui, dans la section monde, sont à craindre et à combattre, et qui, dans la section culture, sont à admirer et à soutenir dans leur combat? Donc, la perspective que j'ai essayé de vous montrer dans ces peu de temps nous aide à éviter de chercher les vrais Touaregs dans ces images. Cet exemple m'encourage à penser que plutôt que dans une supposée essence qui serait enracinée à jamais dans l'identité des Touaregs, les raisons de la juxtaposition de ces images sont à chercher dans le système de classification de la diversité qui appartient à nos sociétés, qui habite nos sociétés. Il s'agit donc d'un rapport ambivalent à l'altérité, qui est peut-être même l'une des raisons de l'existence de cette catégorie musicale qu'on appelle world music ou musique du monde. Et d'ailleurs, ce nom est aussi révélateur, puisque c'est comme s'il y avait deux mondes séparés. Il y a donc notre monde avec notre musique, donc la musique savante occidentale, etc. Et puis, il y a les musiques du monde. Là, il y a tout le reste. Voici en quoi, d'après moi, l'anthropologie de la musique nous aide à réfléchir à la place que nous réservons à ceux qu'on appelle les autres, les peuples du monde ou les minorités dans nos sociétés. Je vous remercie et j'attends vos questions si vous en avez.
Il y a un micro qui circule, donc ça suffit de lever votre main. Bonjour. Oui. J'aurais une question, surtout de la dernière partie. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la musique soit beaucoup plus acceptée que d'autres articles sur les Touaregs qui paraissent menaçants, c'est que les conséquences d'accepter un tri culturel, c'est-à-dire là la musique, a beaucoup moins d'importance que de les considérer comme peuple nomade? Je n'ai pas compris, pardon. Répétez parce que vous pouvez parler un peu plus. D'accord. Je faisais juste remarquer qu'en fait, le fait d'accepter une partie de la culture très choisie d'une population avait beaucoup moins d'importance et d'impact. Et ici, la musique avait moins d'impact sur moins de conséquences sur le. Elle a sûrement moins d'impact que la géopolitique ou la stratégie militaire, mais elle a quand même un impact puisqu'on est tous là et puisqu'on remplit quand même des salles de concert et qu'on lit des articles sur les journaux. Donc, je pense que même si c'est quelque chose qui peut sembler inoffensif, effectivement, la musique par rapport à toutes les autres images qu'on peut avoir des Touaregs, c'est quand même important de ne pas trop le sous-considérer, puisque c'est là aussi qu'on se forge des idées sur les autres et c'est là aussi qu'on a un impact après sur d'autres fronts qui ne sont pas celui strictement musical, mais je pense que là aussi, il y a des choses qui se jouent sur qu'est-ce qu'on pense des autres et donc comment on interagit avec eux. Il y a une question là. Ouais. Je sais pas. Est-ce que vous considérez ce que vous nous avez raconté comme de l'ethnologie des peuples étranges que nous sommes, nous, les Occidentaux? Et si oui, comment est-ce que vous avez envie de continuer dans cette voie? Bon, je ne sais pas si on est un peuple étrange, je ne sais déjà pas si on est un peuple, ou bien si on est quand même beaucoup de gens qui ont aussi des idées différentes. Oui, c'est aussi une ethnologie de nous-mêmes, par le miroir des Touaregs, par le prisme des Touaregs. C'est une façon de regarder comment nous, on construit notre monde. Donc, dans ce sens-là, bien sûr, ça nous concerne complètement. Et comment je pense que de continuer ça, je pense que là, la situation que j'ai pu décrire en quelques minutes, là, j'ai pu prendre qu'un groupe, un exemple, mais c'est toute une vague de musiciens qui, en ces moments, sont pour la plupart en exil, qui n'ont pas la possibilité de jouer chez eux, qui n'ont pas la possibilité ni d'y aller chez eux, et donc ça mérite quand même un peu d'attention et un regard un peu attentif de la part alors de nous qui les invitons jouer, qui les invitons condimenter nos festivals, les pages de nos journaux, etc. Donc c'est comme ça que je pense continuer. Bien sûr, bien sûr. Au contraire, la musique, on parle de... Je répète la question de la dame parce que personne ne l'a entendue, c'est il ne faut pas oublier la poésie. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, la musique, cette production-là s'appelle musique depuis que nous, on l'écoute ici. En fait, c'est des chants, mais c'est des poèmes chantés. Voilà, c'est des poèmes chantés qui sont effectivement mis en musique, mais le mot musique touareg, comme ça, au singulier, comme une catégorie musicale, appartient plutôt à notre façon d'entendre ces choses-là. Alors, que pensez-vous de la manière dont sont présentés les Touaregs justement dans un film comme Timbuktu, alors qu'ils ne sont pas
il ne s'agit pas d'Européens. Comment ça, il ne s'agit pas d'Européens? Ah, vous voulez dire le metteur en scène? Oui, je pense. Oui, non, quand je dis nous, je ne veux pas du tout pointer que les Européens. Qu'est-ce que je pense des Touaregs des Tombouctou? Alors, je l'ai vu il y a un peu longtemps, donc il faudrait que je regarde le film. C'est vrai que l'élément musique, il est quand même mis au centre du film, même si ce n'est pas l'objet principal. Il y a notamment la scène où il y a alors le musicien qui joue pour sa femme et sa fille sous sa tente. Et puis il y a une autre scène où il y a Fadimata Diawara, qui est donc l'une des chanteuses les plus importantes du Mali, qui chante une chanson, donc Tombouctou Faso, et qui est après, je crois, arrêtée ou bien dérangée par les djihadistes. Donc ça retrace une époque qui est un peu successive à celle que j'ai pu déliner, que j'ai pas pu en parler, mais effectivement, dans le nord du Mali, en 2012, c'était prohibé d'écouter ou de jouer la musique. Donc, les musiciens se sont retrouvés à jouer ces musiques-là à l'international, donc parfois à Paris, à Los Angeles, etc., mais pas chez eux. Donc ça prend encore plus de force et le film de Sissako, ça a le mérite de mettre ça en valeur, de ne pas parler que de guerre, de Kalachnikov, etc., mais de mettre ainsi en valeur des autres aspects de ces cultures-là qui sont parfois un peu mis de côté lorsque il arrive que dans un territoire, il y a une guerre. Donc ça, c'est un mérite certain. Après, les images des Touaregs sous les tentes, pauvres et démunis, qui n'attendent que d'être sauvés, je pense qu'elle est un peu caricaturée. Ils ont quand même ils sont actifs. Ils ne sont pas que là, réprimés et au vent et au sable. Donc là, bon, c'est un peu une image quelque peu réductrice par rapport à tout l'impact qu'eux, ils ont sur ce qu'ils font et sur leur musique et sur leur culture. Mais voilà, lui aussi, il a fait des choix et après, les images sont très belles, donc les choix sont toujours respectables. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que, par exemple, s'ils étaient restés dans leurs anciens instruments, ils auraient été connus au niveau international? S'ils étaient, pardon? Restés sur leurs anciens instruments de musique, au lieu de partir avec des guitares électriques, etc., est-ce qu'ils seraient connus internationalement de la même façon? Bonne question, je ne le sais pas. Mais le premier groupe qui a joué en Europe en tant que groupe de musique touareg, ce n'est pas un groupe de guitare, c'est un groupe d'instruments traditionnels qui s'appelle Tartit. C'était 1995. Ils ont joué pour la première fois en Belgique. Et après, ils ont entamé donc une tournée internationale. Donc, ce n'est pas par la guitare que la musique touareg a commencé à être connue ici, c'est par les instruments traditionnels. Donc, c'est le tindé, c'est un tambour qui joue les femmes. C'est l'imzad, qui est une espèce de vielle monocorde. Enfin, c'est tout un autre répertoire, mais qui est vraiment en lien avec ces répertoires-là. Et je pense que cette musique-là mérite aussi d'être entendue, d'être écoutée. La guitare risque un peu d'étouffer toute la richesse et toute la variété musicale qu'il y a dans ces endroits-là. Mais c'est déjà quelque chose qui a cet espace-là. Et puis peut-être que aussi il faudrait travailler. Alors nous ici, mais c'est tout un discours aussi sur quelle est, désolé pour le mot, mais quelle est la mode ici. Enfin, en ce moment, les musiques traditionnelles sont un peu mises de côté et il est plus, on a envie plus d'écouter quelque chose qui soit rock du désert, blues du désert. Donc voilà, il y a un peu ces tournants-là, mais on espère de pouvoir encore les écouter bientôt parce qu'elles sont très riches et très variées. Chaque région a sa musique, ses instruments, etc. Quand vous parliez d'exil tout à l'heure et de problèmes politiques, etc., est-ce que ce n'est pas des facteurs qui pourront justement amener à la perte de la culture ou de ces musiques-là? Bien sûr, l'exil, ça amène à la perte de beaucoup de choses. D'abord, d'un chez-soi. Donc, bien sûr que les gens qui sont en exil, au moins ils sont démunis de tout.
La majorité des gens sont dans des camps de réfugiés, donc ils sont vraiment, ils n'attendent que la paix pour revenir chez eux, notamment les nomades et les gens du nord du Mali. Après, que l'exil amène forcément à la perte de la culture, je ne suis pas sûre. Par exemple, ce répertoire-là de guitare, il est né dans une autre période d'exil. Malheureusement, il y en a eu plusieurs dans cette région. C'était les années 90. Il y a eu une autre rébellion touareg dans le nord du Mali. Et c'est là que ce répertoire-là a été créé, a été composé, justement par une jeune génération dont certains membres de ce groupe font partie, qui, en quelque sorte, voulaient chanter, voulaient dire ses douleurs, sa résistance, ses sentiments les plus profonds. Et donc, ils ont inventé ce genre de musical à la guitare. Donc, il est vraiment un fils de l'exil, ce style-là. Et ce qui est malheureux, c'est que 20 ans après, on en est un peu dans le même contexte politique. Mais en tout cas, cette musique-là, elle a encore ces valeurs-là pour les gens là-bas. C'est vraiment une musique qui les fédère et qui leur permet d'avoir le courage d'affronter ces situations-là. Mon temps est fini. Je vois quelque chose de rouge qui clignote là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous laisse à la conférence d'après. Merci.